Les roches détritiques. C'est quoi une roche détritique? Détritique, ça fait penser à détritus. Bon, c'est pas tout à fait ça. Il faut un petit peu respecter la géologie quand même. C'est quand même une science propre. Bon. Formation des roches détritiques. Alors, on va parler plus spécialement de roches sédimentaires détritiques. Alors, on va prendre quelques exemples. L'étude ne sera pas exhaustive, c'est-à-dire ne sera pas complète, évidemment. Alors, formation des roches détritiques. Bon, on va déjà prendre quelques exemples de roches détritiques. On va voir leurs constituants. On va parler de granulométrie également. Et puis on va voir ensuite comment se forment ces roches. Dans quel contexte on peut avoir ces fameuses roches détritiques. Alors, donc on peut se poser comme problème comment décrire les roches sédimentaires détritiques. Donc en prenant quelques exemples, on va les décrire, comment faire pour être sûr que ce soit telle ou telle roche. Bon. Et comment se forment-elles? Voilà, donc c'est notre programme. Alors les particules solides, en général, sont transportées par exemple par de l'eau. Alors en général, le transport se fait par des fleuves. Et ces particules qui sont solides, selon leur grandeur, leur grosseur, leur masse, elles vont se déposer plus ou moins loin de leur lieu d'origine. Si vous prenez une chaîne de montagnes, par exemple, il y a à la montagne, il y a tout le haut de la montagne, et il y a le milieu, il y a le bas. Bon, eh bien, selon les endroits, les particules vont se désagréger, vont tomber, vont se trouver en contrebas. Puis, s'il y a de l'eau, des fleuves, bon, des torrents, eh bien, ces particules, ces galets, ces roches, etc., vont pouvoir être transportées plus ou moins loin. Alors, on peut même aller jusqu'à la dissolution de certaines particules pour former, par exemple, des ions qui vont être plus ou moins solubles. Bon, c'est un petit peu vaste comme étude, en fait. Mais là, on va essayer de se limiter donc au fait que, bon, on sait qu'il y a des particules qui vont se détacher, par exemple, d'une roche, qui vont se trouver emportées par un fleuve et qui, selon leur grosseur, vont se déposer plus ou moins loin. Donc ces dépôts se font dans un estuaire, admettons, ou dans un fleuve, dans le lit du fleuve, on dit le lit du fleuve, ou bien en mer, évidemment, ou dans des lacs, éventuellement. Alors, si ces sédiments restent, donc ces particules qui vont se déposer, ça peut être ce que l'on appelle des particules sédimentaires. Pourquoi? Parce qu'elles sédimentent, elles se déposent à tel ou tel endroit. Eh bien, si ces particules ne sont pas remobilisées par d'autres courants éventuellement, les sédiments vont pouvoir se transformer très lentement en ce que l'on appelle des roches sédimentaires détritiques. Pourquoi des détritiques? Parce qu'il y a un sédiment qui se dépose, et puis à partir de ce sédiment, eh bien, on va former des roches. Bon, comment? Vous allez me dire, eh bien, il faut des milliards de particules sédimentaires qui vont se trouver entassées par ce que l'on appelle la diagénèse, etc., et qui vont finir par former des roches. Nous allons en reparler tout à l'heure. Alors, commençons par, à travers de cette grande diversité, essayer de décrire quelques exemples de roches sédimentaires détritiques. Alors, en parallèle, on va faire le lien avec un tableau. Donc, dans ce tableau, on va mettre on parle de particules sédimentaires qui seront libres. Si vous prenez par exemple des grains de sable, les grains de sable, c'est libre. Donc le sable, c'est une roche meuble. Ça veut dire que ça peut couler entre les doigts. Et puis on va parler de granulométrie et puis essayer de trouver le nom de la roche détritique. Commençons par prendre quelques-unes de ces roches. Alors, ces roches détritiques, on peut les observer à l'œil nu, évidemment. À l'œil nu, on va recueillir des informations et en général, on voit qu'elles sont constituées de particules de nature et de taille qui vont être variables. Donc, on va parler de minéraux ou de débris rocheux éventuellement. Alors, ces particules donc, de taille plus ou moins variable vont provenir de l'érosion d'anciennes roches qui elles-mêmes se sont trouvées abîmées, désagrégées et qui ont fini par former des particules qui se sont assemblées dans les roches détritiques. Alors on peut constater que ces particules sont liées en général par un espèce de ciment. Ça veut dire par exemple vous prenez deux grains de sable, vous mettez une espèce de colle entre les deux, ces deux grains de sable sont réunis, bon, vous remplacez la colle par une cimentation
côté géologie entre guillemets, et vous allez obtenir des roches sédimentaires détritiques dont les particules vont être reliées entre elles par une espèce de cimentation. Alors une fois que l'on a analysé à l'œil nu, on peut faire une étude à l'échelle microscopique. Donc il existe donc des dispositifs de polarisation. On peut regarder un minéral en lumière polarisée non analysée ou en lumière polarisée analysée. Bon, il y a de très bons sites qui décrivent ces choses-là. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais on va simplement, dans le cadre de notre étude, on va en parler un petit peu. Commençons par une première roche. Donc vous prenez, imaginons vous avez une roche, vous voyez bien qu'il y a une espèce de ciment qui relie des particules entre elles, et ces particules ressemblent à des espèces de graviers, de galets, qui sont relativement arrondis. Donc ça forme des petits blocs arrondis. Bon, ces particules font une taille donc, supérieure à 2 mm. Donc on dit que la granulométrie est supérieure à 2 mm. Alors donc comme il y a donc des blocs de particules, enfin des particules dont la taille est supérieure à 2 mm, on va parler, puisqu'il y a une cimentation, donc on va parler de conglomérats. Maintenant, on peut différencier différents types de conglomérats. Il y aura les conglomérats type brèche et les conglomérats type poudingue. Alors, nous avons parlé de particules qui ressemblaient à des galets plus ou moins arrondis, donc qui ont été travaillés par la mer, par exemple, avec le temps. Bon, ça arrive la mer finit par arrondir les formes. Et bien comme ces particules sont relativement arrondies et qu'il y a une cimentation entre les particules dont la taille est supérieure à 2 mm, eh bien on parle de conglomérat type poudingue. Prenons une autre roche. Donc une autre roche, on a des fragments de roche qui sont reliés entre eux par un espèce de ciment, mais cette fois-ci on a des blocs qui sont plutôt anguleux. Alors comme on a des particules supérieures à 2 mm qui sont reliées entre elles par un ciment, on a bien un conglomérat, mais comme on a des angles, les particules ne sont pas arrondies, ça forme des angles bruts, entre guillemets, et on parle de brèche. Brèche, voilà. Donc ce sont des conglomérats de type brèche. Donc vous avez compris que parmi ces roches sédimentaires détritiques, eh bien, pour X raisons, donc des petits morceaux de roches se sont déposés, suite à l'altération, érosion. Bon, les sédiments se sont déposés, donc ces blocs se sont déposés, ces graviers se sont déposés, puis avec le temps il y a eu une cimentation qui a fait que les grains, les particules, les graviers, les galets, les blocs anguleux, etc., ou arrondis, se sont trouvés reliés entre eux. Bon. Pour former ces roches sédimentaires. Maintenant, regardons une autre roche où on a des minéraux, cette fois-ci, qui sont très très fins. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de stratification. Donc, on a comme des couches, comme des feuilles empilées les unes sur les autres. Donc, on a l'impression qu'on a une feuille, deux feuilles, trois feuilles. Et ces feuilles sont reliées par une espèce de ciment. Alors, on n'a pas la nature du ciment ici. Mais simplement, on voit qu'il y a une stratification reliée, dont les éléments sont reliés. Donc, dont les couches sont reliées par une espèce de ciment. Bon, voilà. Alors, donc si on regarde bien, on voit ces espèces de particules. Alors, avec une échelle, on se dit, ces particules sont très très petites et elles font une taille inférieure à 2 mm. Et si on regarde au microscope en lumière non analysée, en lumière polarisée non analysée ou analysée, eh bien on s'aperçoit que la taille de ces particules varie entre 63 micromètres et 2 mm à peu près. Donc on est dans une gamme de grandeur qui fait que on a ce que l'on appelle des sables. Donc ça veut dire, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez deux grains de sable, vous les reliez entre eux, ça forme une roche détritique,
toute petite, puisque si on met 2 grains seulement, c'est pas vraiment une roche, mais imaginons que vous avez des millions de grains de sable reliés entre eux par un ciment, mais à ce moment-là, vous allez avoir ce que l'on appelle un grès. Un grès. G-R-E, accent grave S. Alors dans ce grès, eh bien, on peut observer, donc en lumière polarisée, non analysée ou analysée, on voit qu'il y a des petits grains, des petits minéraux de quartz et de feldspath. Donc là, on est bien dans une roche sédimentaire détritique dont les éléments très petits sont reliés entre eux par un espèce de ciment. Donc on est dans un grès. Ensuite, si on regarde une autre roche, on a des minéraux qui sont encore plus fins, donc qui sont dont la taille est inférieure à 63 micromètres. Tout à l'heure, on avait dit entre 63 et 2 micromètres, on avait des grès. Et là, si on a inférieur à 63 micromètres, on a ce que l'on appelle des limons, des sables fins, des argiles. Donc voilà, donc selon le type de roche qui a sédiments, dont les éléments, qui proviennent de sédiments qui se sont agglomérés entre eux grâce à un ciment, eh bien on voit qu'on peut avoir différents noms correspondant donc à des caractéristiques de la roche. Donc je répète, si on a des graviers, des galets relativement arrondis, qui forment des blocs anguleux, des blocs des galets qui ne sont pas arrondis en fait, mais ça forme des blocs plutôt anguleux, donc des galets anguleux. Et si la taille est supérieure à 2 mm, on a des conglomérats type brèche. Si on a pratiquement la même chose, mais on a cette fois-ci des graviers, des galets ou des blocs qui sont... Tout ça, c'est un petit peu arrondi. Donc on a l'impression que ça a été travaillé avec la mer. Eh bien, on a des conglomérats type poudingue si l'ensemble des éléments est supérieur à 2 mm. Et puis, si on a des particules qui sont entre 63 micromètres et 2 mm, eh bien, on a des grès, par exemple des sables qui sont reliés entre eux par un ciment. Si on a des particules dont la taille est inférieure à 63 micromètres, eh bien, on aura à ce moment-là des pellites, ce que l'on appelle des pellites. Donc la roche, c'est la roche que l'on appelle pellite. Et donc ce sont des limons, des sables fins, des sables plus fins que les sables entre 63 micromètres et 2 mm, donc inférieurs à 63 micromètres. Il y a des sables qui sont très très fins et dont les éléments sont reliés entre eux par un ciment pour former ce que l'on appelle des pellites. Bon. Donc voilà, pour un exemple de formation, pas de formation, mais un exemple concret de roche sédimentaire type détritique. Voilà, c'est ce qu'on a compris. Alors maintenant vous allez me dire, tout à l'heure on a dit, on va essayer de parler de la formation des roches. Donc évidemment on va en parler un petit peu là. Là on a décrit les roches sédimentaires détritiques en prenant quelques exemples. Et maintenant on va essayer de comprendre. Alors donc de comprendre comment se forment ces roches sédimentaires, autrement dit, comment passer d'un sédiment à une roche sédimentaire. Alors, je rappelle que pour qu'il y ait un sédiment, il faut qu'il y ait eu un travail, par exemple, en amont de l'endroit où le sédiment s'est déposé. Si vous allez en montagne, dans la montagne, il y a des roches. Alors, il y a différents types de roches qui subissent les vents, le gel, la chaleur, le froid, etc. Et des particules de cette roche vont finir par se désagréger, puis donc vont tomber et vont se trouver emportés plus ou moins par l'eau, par des torrents, des fleuves, et vont pouvoir arriver, donc ces sédiments vont pouvoir arriver dans un endroit et vont se déposer. Ils vont se déposer à un endroit, et puis le flux de ces sédiments se poursuit sur des millions d'années, et il va arriver un moment où on va avoir une grosse épaisseur de sédiments qui vont se tasser de plus en plus, un ciment va se former entre les particules, il va y avoir une cimentation et on va obtenir ce que l'on appelle une roche sédimentaire. Alors, donc on va essayer de comprendre, on va rappeler les étapes de la diagénèse. En fait, on a une transformation de sédiments en roche sédimentaire, comme je vous ai dit, qui va se dérouler donc cette transformation va se dérouler dans un environnement que l'on appelle un environnement
enfin un dépôt en fait, c'est donc, selon un mécanisme que l'on va appeler la diagénèse. Alors, de nouveaux sédiments vont arriver, vont recouvrir donc les sédiments qui sont déjà là, qui sont déjà présents, et des dépôts successifs vont pouvoir former ce que l'on appelle des strates, donc des lignes plus ou moins horizontales, donc des couches, c'est même pas des lignes, ce sont des couches. Si vous observez une falaise calcaire par exemple de Normandie, bien vous voyez qu'il y a des alternances de couches blanches, grises, des fois noires, du silex, admettons, et donc, si les couches sont grises, c'est de la marne, si les couches sont très blanches, c'est du calcaire, si les couches sont plutôt orangées, ce sera plutôt de l'argile, etc. Bon, bref, donc il y a une stratification qui va se faire du fait qu'il y a un dépôt de particules qui se fait, et de plus en plus avec le temps. Alors, donc, j'ai dit, de nouveaux sédiments vont arriver et vont recouvrir les sédiments qui sont déjà présents, et les dépôts successifs vont former des strates, on en a parlé. Lorsque les conditions varient, par exemple force du courant, nature des particules, etc., les strates auront des épaisseurs plus ou moins importantes. Et puis, tout doucement, avec le temps, donc il va y avoir une espèce d'enfouissement de ces strates. Les sédiments vont subir une pression croissante, donc pas au-dessus, mais à mesure que les sédiments s'accumulent, eh bien, en profondeur, il y a une pression qui va s'installer, une pression qui instaure des forces, en fait, des forces qui vont contribuer à aplatir les éléments. Donc ces sédiments vont subir une pression croissante, l'eau va se trouver peu à peu chassée, expulsée, un petit peu comme une éponge que l'on presse avec la main. Eh bien, il y a de l'eau qui sort sous l'effet d'une pression. Voilà, la porosité va diminuer. Pourquoi la porosité diminue? Bien, parce qu'il y a des pores, il y a de moins en moins de pores. Les pores, c'est quoi? Ce sont des petits trous. À mesure que la pression se fait, eh bien, ces pores vont se trouver détruits, entre guillemets, et l'ensemble va se trouver tassé. Donc là, on va avoir ce que l'on appelle la compaction des sédiments. Donc à partir de sédiments qui sont relativement meubles, c'est-à-dire qui peuvent bouger, eh bien, on arrive à former des sédiments qui se sont trouvés compactés, donc compaction de ces sédiments. Donc, sous l'effet de la pression et de la température, on peut avoir également une précipitation d'ions qui vont être contenus dans l'eau et qui va produire une espèce de cimentation, éventuellement. Et cette cimentation va combler les espèces d'interstices, c'est-à-dire les petits trous, en fait, qui vont se trouver entre les particules. Donc si vous prenez deux particules rondes, admettons, vous les mettez côte à côte, bah, il n'y a pas une juxtaposition parfaite des surfaces entre elles. Donc si vous en prenez trois, vous prenez une bille, deux billes, trois billes, ou trois particules relativement rondes, vous les mettez ensemble, on voit qu'au milieu, par exemple, il y a un petit trou. Il y a un petit trou qui se forme. Eh bien, la cimentation va se faire dans ces trous qui vont se former dans les interstices. Bon, donc ça va réduire encore plus la porosité, évidemment, du fait qu'il y ait une cimentation. Bon, donc ça va contribuer à faire en sorte que, eh bien, les particules, quelle que soit leur taille, ça peut être les graviers, les galets, les blocs anguleux, les blocs arrondis, les sables, les limons, les sables donc, dont la taille sera plus ou moins importante, les argiles, donc tout ça, tous ces éléments vont se trouver emprisonnés par un espèce de ciment. Donc voilà, donc si on prend un exemple concret de roches détritiques qui se forment, imaginons donc une certaine profondeur, donc en fonction de la profondeur, on a donc des mécanismes qui vont se produire. Alors si par exemple on prend des éléments qui sont, admettons, du quartz, des feldspaths, des argiles, de l'eau et des ions qui se trouvent mélangés, mais c'est pas trop tassé, il y a 56% d'eau, donc ça veut dire que à la limite vous prenez un verre d'eau, vous mettez plein de particules de quartz, des feldspaths, de l'argile, de l'eau et des ions, vous mélangez tout ça, et ça vous donne un dépôt de sédiments, mais les éléments sont libres entre eux. Donc 56% d'eau. Bon. Après, vous les emmenez un petit peu plus en profondeur, ça veut dire que vous exercez une pression un petit peu plus importante. Eh bien, on réduit l'eau à 40%, donc on passe de 56 à 40%,
par exemple, donc je prends des exemples évidemment, mais ça veut dire que l'eau va se trouver chassée du fait de la pression qui augmente, et puis un espèce de ciment va commencer à se former, alors ça peut être dû à différentes choses, hein, de l'argile, des ions qui vont précipiter, etc., et qui tout doucement avec le temps vont former une espèce de cimentation du fait qu'il va y avoir une certaine sécheresse en fait qui va s'établir et coller les éléments entre eux. Et puis si on continue à pousser en profondeur, donc à appuyer encore un petit peu plus, donc ça veut dire la compaction augmente, la cimentation va augmenter de plus en plus, l'eau est de plus en plus chassée, on n'a plus que 15% d'eau par exemple, donc là on voit bien qu'il y a presque plus d'interstices, alors que tout à l'heure il y en avait beaucoup plus, donc la cimentation augmente, fait en sorte que les roches, enfin pas les roches mais les particules sont de plus en plus assemblées entre elles, et si on continue à appuyer en profondeur, eh bien on va obtenir vraiment une roche détritique qui sera relativement dure. Un petit peu comme la roche que l'on avait décrit au début, ou comme les roches que l'on avait décrit au début. Donc on a bien une cimentation, des particules entre elles qui ne peuvent plus bouger, et on a bien obtenu, grâce aux étapes de la diagenèse, alors peut-être pas diagenèse, bon, on a bien obtenu donc nos fameuses roches sédimentaires détritiques. Bon voilà, on va peut-être pas en parler pendant des heures encore, hein, on comprend bien que les roches détritiques sédimentaires se forment à condition qu'il y ait des particules de taille variable, on parle de granulométrie. Il faut qu'il y ait une cimentation, il faut qu'il y ait une diagenèse, c'est-à-dire qu'il y ait donc une compaction des éléments, une cimentation, hein, vous avez compris qu'on aboutit à des roches qui sont sédimentaires détritiques. On a compris également comment elles se formaient. Le cours est terminé. Merci.